Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon père me punissait quand je parlais aux fantômes. Je suis aveugle depuis ma naissance. En grandissant, tout m'a été décrit avec tant de détails que je n'ai même pas compris pourquoi il était si important de voir, surtout si je n'avais pas de point de référence pour comparer. Nous vivions dans une maison de plein pied, c'est ce que m'a dit mon père. Dans mon esprit, bien sûr, je pouvais voir, mais pas de la même manière qu'une personne voyante. J'avais une conscience spatiale. Je savais où se trouvait ma chambre, la salle de bain, le salon et la cuisine. Chaque mur avait sa propre texture. Je ne sais pas si c'était fait exprès ou si je pouvais sentir des choses que d'autres ne remarquaient pas. Je tombais rarement. Seulement si mon père ou l'un des visiteurs mettait quelque chose là où il n'aurait pas dû. C'étaient généralement les visiteurs et mon père criait. Il venait peu souvent et seulement brièvement lorsqu'il venait. Mon père disait que je ne devais pas leur parler, que cela les perturbait et que cela le perturbait encore plus. Il s'inquiétait quand je voyais quelque chose qu'il ne voyait pas, que je le voyais par exemple avec mes oreilles ou au toucher. Émilie fut la première. Elle semblait très gentille. Elle m'a demandé mon nom et pourquoi mon visage était si abîmé. Elle était dans le salon. Je pouvais entendre où elle était assise grâce à sa respiration. Des bruits nasaux durs, comme si son nez était bouché. Lorsque mon père était enrhumé, il respirait toujours par la bouche, de grandes bouffées d'air, comme s'il n'en avait pas l'habitude. Lorsque les gens parlaient de mon visage, je le touchais toujours, essayant de comprendre pourquoi il leur paraissait si étrange. Lorsque je demandais si je pouvais toucher le leur, il y avait toujours une pause. Je suppose que les voyants ne font jamais ça. Pourquoi en aurait-il besoin, je suppose ? Lorsque j'ai demandé à Émilie si je pouvais toucher son visage, elle a accepté à contre-cœur. Mais quelques instants plus tard, mon père est entré dans la pièce et m'a demandé à qui je parlais. Je lui ai dit « personne ». Il me punissait toujours quand je parlais d'eux. Je pense que cela lui faisait peur. Il me prenait le bras et me faisait marcher. J'étais déséquilibré, désorienté, à quel point que lorsqu'il me posait enfin à terre, mes mains cherchaient frénétiquement autour de moi jusqu'à ce que je sache où je me trouvais. C'était généralement ma chambre, mais de temps en temps, il me laissait dehors au milieu de nulle part. C'était le pire. Je me perdais et j'avais peur. Il me parlait de la route qui passait devant la maison et m'expliquait que les bruits que j'entendais étaient ceux des voitures, qu'elles me tueraient si elles me touchaient. Ces bruits étaient mon seul moyen de reconnaître mon environnement. J'attendais d'en entendre une, et je savais alors de quel côté courir pour retourner à la maison. J'ai entendu Émilie ce soir-là. Elle m'a chuchoté qu'elle avait peur. Je lui ai répondu en chuchotant, mais elle ne m'a pas entendu. J'ai demandé à mon père ce qu'il en était d'Émilie. Il ne voulait pas en parler. Je lui ai demandé pourquoi. Il n'a pas répondu. Quand je lui ai dit qu'elle avait posé des questions sur mon visage, il m'a demandé comment j'avais réagi. Je lui ai dit que je voulais toucher le sien. Il a ri, mais je savais qu'il n'était pas content. Je pouvais entendre la différence. Lorsque vous riez pour le plaisir, votre bouche est ouverte. Quand on fait semblant, par contre, la bouche est presque fermée. Pour moi, la différence est évidente. Ce n'est lorsque j'ai été plus âgé qu'il m'a expliqué. Il m'a dit que nous vivions dans un endroit spécial relié à l'autre monde. Parfois, des personnes décédées s'y glissent, des personnes qui sont mortes dans la douleur et qui veulent rejoindre les vivants. Il m'a expliqué que comme je ne pouvais pas voir, j'étais capable de me mettre à l'écoute. Il savait que j'écoutais alors que d'autres ne le faisaient plus. Il m'a dit que je devais les ignorer. Sinon, ils s'accrocheraient à moi et ne me quitteraient plus. Tout ce que les morts veulent, c'est redevenir vivants, disait-il. C'était dangereux et ils me piégeraient. Il m'a dit qu'il savait comment s'y prendre avec eux, mais qu'il ne pouvait rien faire s'ils s'attachaient à moi. Alexia, elle, m'est apparue quelques années plus tard. Elle m'a dit qu'elle était perdue
et qu'elle ne savait pas où elle était. Je lui ai tout simplement dit que je n'avais pas le droit de lui parler. Pourtant, elle m'a demandé de l'aide. J'ai gardé le silence, sachant ce qui se passerait si je disais quoi que ce soit. « Tu leur as parlé ?» m'a demandé mon père. Bien que je sois bouleversé, je lui ai répondu que non. J'aurais aimé pouvoir les aider. Je savais ce que c'était que d'être perdu, et cela me faisait peur. Alexia ne m'a pas du tout chuchoté. Je l'ai ignorée et elle m'a ignoré. Mon père m'a sauvé et je lui en suis reconnaissant. Après Alexia, j'ai su ce que je devais faire, et je l'ai fait. Les esprits ont cessé de me déranger après ça pendant très longtemps, jusqu'à ce que Sarah apparaisse. Sarah ne m'a pas laissé le temps de me taire. J'étais seul, assis dans le salon et j'écoutais la télévision. Sarah m'a demandé de l'aide. « Je dois trouver un moyen de sortir, me disait-elle. Moi, je suis resté silencieux. Elle me disait « Vous m'entendez, n'est-ce pas ? Vous m'entendez, n'est-ce pas ?» Et je lui ai répondu « Je n'ai pas le droit de te parler. »« s'il te plaît, a-t-elle supplié. J'ai peur, je suis perdu, je veux voir mon papa. » J'ai serré les bras du fauteuil et je lui ai dit que je n'avais pas le droit de lui parler. « Il est mort, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Elle a répété « Ton père est mort !» Je n'allais pas me laisser faire. J'ai entendu des coups autour de la pièce. Des objets ont commencé à voler et les étagères ont commencé à trembler. « Arrête !» j'ai crié. Et c'est ce qui s'est passé. « S'il te plaît, aide-moi à partir !» a-t-elle dit. Je n'allais pas lui parler. J'ai fait la seule chose qui pouvait l'aider. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, espérant qu'elle sortirait en courant et se perdrait comme je l'aurais fait. Comme je n'ai plus eu de nouvelles d'elle, j'ai fermé la porte à clé et je me suis rassis. J'ai écouté attentivement pour voir si elle était encore là. À l'exception du son de la télévision, le silence régnait. Je détestais que mon cœur s'emballe. Je n'étais que trop conscient de la sensation de tic-tac, de la montée et de la descente de ma poitrine, comme si elle était sur le point d'exploser. Lorsque j'ai entendu la voix de mon père, j'ai crié. « Fils, dit-il, j'ai besoin de ton aide. Je crois que je suis en train de mourir. » J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Je n'ai pas parlé. S'il mourait, il ne me quitterait jamais. Au lieu de ça, j'ai couru à l'air libre et j'ai crié à l'aide. J'ai crié jusqu'à ce que ma voix soit rauque. J'ai entendu le bruit des voitures qui roulaient sur la route devant ma maison. J'ai crié jusqu'à ce que j'entende quelqu'un répondre. C'était une femme. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai dit que je pensais que mon père était en train de mourir. La femme m'a demandé ce qui était arrivé à mon visage. J'ai supplié à la dame de m'aider et elle m'a promis de le faire. Je me suis assis sur l'herbe et j'ai attendu. Un peu plus tard, la femme est revenue vers moi et m'a demandé si elle pouvait me tenir la main. « Je suis vraiment désolé, m'a-t-elle dit. J'ai entendu le bruit des sirènes et des gens qui se précipitaient. J'ai demandé ce qui se passait. La femme m'a dit qu'elle était là pour moi. Lorsque le bruit s'est calmé, un homme m'a posé une question. Il m'a dit « Je suis secouriste. Qu'est-il arrivé à ton visage ?» Je lui ai dit que j'allais bien. Il m'a demandé si j'étais sûr de moi et je lui ai répondu que oui. Il m'a demandé si cela me dérangeait qu'il touche mon visage. J'ai dit que c'était bon. Un instant plus tard, j'ai senti une pression se relâcher autour de mon front et l'air semblait froid contre ma peau. J'ai eu l'impression qu'il épluchait une orange. J'ai imaginé cela dans ma tête et j'ai craint qu'il n'expose mes entrailles. J'ai crié, j'ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit que tout irait bien et la femme m'a serré la main en me disant d'être courageuse. Je ne savais pas ce que je ressentais. J'ai senti une douleur aiguë dans la tête, comme lorsqu'on se cogne le tibia contre quelque chose de dur, suivi de quelque chose que j'ai fini par qualifier de lumineux. Cela m'a fait très mal. J'ai commencé à pleurer. L'ambulancier m'a demandé ce qui était arrivé à mes yeux. J'ai dit que j'étais aveugle. Il a demandé à les examiner. La douleur est revenue quand il les a examinés.
L'homme a demandé à la femme qui m'avait aidé si elle me connaissait. Elle lui a répondu que j'avais crié à l'aide et qu'elle m'avait porté secours, mais qu'elle ne m'avait jamais rencontré auparavant. Il m'a demandé « Depuis combien de temps as-tu cette blessure à l'œil ?» Je lui ai répondu que j'étais aveugle de naissance. Il m'a demandé si je voyais ses doigts. Je lui ai répondu que non. Il m'a demandé si je pouvais ouvrir les yeux. J'ai répondu que je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Il m'a demandé s'il pouvait les ouvrir pour moi. Je n'ai pas répondu. Puis j'ai senti ses doigts sur mon visage, des doigts recouverts de quelque chose de caoutchouteux. Soudain, il est redevenu lumineux. J'ai hurlé. Il a essayé de me calmer. La femme a de nouveau serré ma main. Je ne savais pas ce qui se passait. Des choses que je ne pouvais pas décrire me sont venues à l'esprit. C'était comme d'habitude, mais multiplié par 100, et tellement plus réel. J'ai continué à crier, alors qu'une forme floue est apparue. « Respire, d'accord ?» dit l'ambulancier. « Tout va bien se passer. Quand as-tu vu pour la dernière fois ?» Alors que mon cœur commençait à se calmer et que ma respiration ralentissait, je me suis laissé distraire par ce que je vivais. Cela m'a submergé. J'avais envie de pleurer et je l'ai fait. Il m'a redemandé « Combien de temps ? Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ?»« Je n'ai jamais rien vu auparavant, » lui ai-je dit. On m'a dit de garder un masque pour les yeux pendant la majeure partie de la journée et de ne l'enlever que le soir au début, pour que mes yeux aient le temps de s'adapter. Au même moment, j'ai été placé sous la garde de mon oncle et de ma tante, sans même le savoir au début. Ils étaient choqués par ce qui m'était arrivé et par le fait que je n'avais jamais été à l'école. Pour être franc, ces dernières années ont été des montagnes russes. Les médecins m'ont dit que je n'aurais peut-être jamais une vision parfaite, mais le peu que j'ai est une bénédiction, et je prendrai ce que je peux avoir. Je n'ai appris à lire et à écrire que récemment, alors je m'excuse si mon français n'est pas très bon. C'est le mieux que je puisse faire. J'ai demandé à ma tante ce qui était arrivé à mon père, mais tout ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il était mort d'une crise cardiaque. J'ai demandé quel genre d'homme il était. Elle a dit que c'était son frère et qu'elle l'aimerait quoi qu'il arrive. Mon oncle ne veut pas du tout parler de lui. Il a l'air de le mépriser. Je n'arrive pas à croire qu'une telle chose existe. Après avoir été si seul pendant si longtemps, je peux parler à qui je veux, quand je veux, même si je me méfie. Après tout, comment puis-je savoir si mon interlocuteur est en vie ? Personne ne semble partager les inquiétudes de mon père à ce sujet. Aujourd'hui, j'étais sur un forum où l'on discutait du monde des esprits. J'étais si heureux de trouver des gens avec qui je pouvais m'identifier, et quelqu'un, curieux de mon nom d'utilisateur, m'a envoyé un lien vers un article sur un site internet consacré à la criminalité réelle. L'article parlait de mon père et me citait nommément. On m'a demandé qui j'étais et si j'étais la même personne. D'après l'article, ma mère avait disparu peu après ma naissance. L'article disait que j'avais été ligoté pour ne pas voir, que mon père avait toujours voulu avoir une fille. Ils ont trouvé 14 corps dans le sous-sol. Ils ont dit que l'un d'entre eux s'était échappé, une fille du nom de Sarah. C'est elle qui a appelé la police. Ils ont trouvé la voiture de mon père garée à l'arrière de la maison. Ils ont supposé qu'il avait transporté ses victimes dans la cave par l'entrée des eaux pluviales et qu'il les avait laissées là. Sarah avait réussi à s'enfuir après avoir accepté d'être sa fille à l'issue de 4 jours de torture soutenue. Elle l'a poignardé avec un couteau qu'il avait posé sur le comptoir pour beurrer des toasts. Je ne voulais pas y croire, et je ne suis pas sûr que je l'aurais fait s'il n'y avait pas eu les noms des victimes, dont 2 ressortent, Émilie et Alexia. Je leur avais parlé à toutes les 2 dans le salon. Aujourd'hui encore, je me demande si mon père a été honnête avec moi sur un seul point de sa vie. À travers tout cela, une question demeure au-dessus de toutes les autres. Ai-je parlé à Émilie et Alexia avant ou après qu'ils les aient tués ?